Bonjour à tous. Donc, ça va être l'heure de commencer. Donc, bienvenue pour cette prochaine heure sur le webinaire Percer les secrets des indicateurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, voici le plan de match pour aujourd'hui. Donc, tout d'abord, ma collègue et moi, on va se présenter. On va faire un petit résumé de c'est quoi qu'il va y avoir comme prochaine activité. Ensuite, on va commencer à parler des indicateurs d'EDI. Et finalement, on va conclure avec la période de questions. Donc, pour ceux et celles qui nous rencontrent pour la première fois, aujourd'hui, c'est un webinaire un petit peu plus interactif. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à vos questions. Vous pouvez déjà trouver en ligne notre blog. Donc, c'est un article de blog sur la liste des indicateurs pour mesurer la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de votre organisation. Et le webinaire aujourd'hui vise vraiment à répondre à toutes vos questions sur le sujet, sur ces indicateurs-là. Donc, ma collègue André vient de mettre le lien en ce moment même dans le chat. Vous pouvez vous rendre directement sur cette liste-là, la regarder, la consulter et me poser toutes les questions que vous voudrez. Donc, la durée du webinaire, on a prévu 1 heure, mais c'est vraiment vous qui allez vraiment gager, je dirais, la durée que ça va avoir. Donc, on commence sans plus attendre. Donc, nous sommes Cara, donc Cara RH. Donc, qui c'est? C'est une start-up québécoise qui œuvre dans le secteur de l'analytique RH. Donc, chez nous, on est 9 passionnés vraiment de données et d'analyse en ressources humaines. Donc, au sein de notre équipe, on a des développeurs, nous avons également des gens plus sécurité, scientifiques de données et bien entendu des experts en analytique RH. Donc, nos services couvrent toute la panoplie de l'analytique RH. Donc, on va vraiment de l'accompagnement à la formation, mais on a également notre solution d'analytique RH qui s'appelle Cara Analytics. Donc, c'est une solution qui vous aide à obtenir des tableaux de bord, à obtenir des indicateurs, mais vraiment aller plus loin, à analyser vos résultats et même des analyses prédictives. Donc, on a une solution de sondage au travers de tout ça. C'est vraiment à vous de voir. Ce que vous voyez actuellement, c'est vraiment une liste de clients qui utilisent notre solution Cara Analytics au sein de leur organisation pour pouvoir justement mieux évaluer leur processus RH. Donc, je vais vous présenter. Tout d'abord, vous la connaissez certainement, André Laforge. Donc, c'est la présidente et chef de produit Cara Analytics. Donc, quand on parle d'analytique RH au Québec, elle est la référence, bien entendu. Elle a été nommée parmi les 50 top HR Analytics Influencers au monde. Donc, encore une fois, on est bien heureux de l'avoir avec nous ce midi pour venir nous parler d'indicateurs de performance pour mesurer l'EDI. André d'être là. Et finalement, qui je suis? Moi, je m'appelle Émilie Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara. Donc, mon rôle principalement à moi, c'est de venir accompagner les organisations en début de projet. Donc, je viens évaluer votre maturité pour vous aider à gagner les prochaines étapes en analytique RH. Dernière petite étape avant qu'on embarque dans les indicateurs de performance. Donc, les prochaines activités. Après le webinaire, donc au courant de la semaine, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. Donc, ça vient évaluer les interactions qu'on a eues, comment qu'on a performé. Et bien entendu, vous pouvez y inscrire quels seraient les sujets que vous souhaitez aborder lors de nos prochains webinaires et bien entendu qui concernent l'analytique RH. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre et au courant de la semaine prochaine, vous recevrez la présentation que nous effectuons ce midi ainsi que le lien vers l'enregistrement. Donc, aucunement besoin de prendre de notes, de faire de capture d'écran. On enregistre le tout et on va vous faire parvenir l'enregistrement dès la semaine prochaine. Et finalement, le prochain webinaire. Donc, on va continuer les webinaires sur percer le secret des domaines d'indicateurs de performance. Donc, déjà en ligne, vous pouvez trouver dans nos articles de blog les listes d'indicateurs pour mesurer tout ce qui est mouvement et roulement des employés au sein de votre organisation. Donc, tout ça est déjà disponible et ce sera également le sujet du prochain webinaire qui va avoir lieu le 19 juin prochain. Donc, déjà, vous pouvez vous inscrire. Ma collègue André va mettre dans le chat le lien vers le formulaire d'inscription. Donc, on vous invite en grand nombre le 19 juin à participer avec nous sur notre webinaire Percer le secret des indicateurs de mouvement et de roulement des employés. Parfait, on commence. Donc, les indicateurs. On va tout d'abord établir une petite base. Donc, on parle souvent indicateurs de performance, KPI. Quelle serait la différence entre les deux? J'ai souvent entendu ma collègue dire des KPI, c'est comme des indicateurs, mais boostés, vraiment. Donc, aux stéroïdes. Donc, c'est ça qu'elle nous disait. Pourquoi?
parce qu'il existe beaucoup d'indicateurs de performance, mais les KPI servent vraiment à mesurer la performance de votre organisation. Et là, il y a 3 vraiment, je dirais, critères qui permettent de venir différencier un indicateur de performance d'un KPI. Donc, le premier, puis cela, c'est non le moindre parce qu'on le répète vraiment souvent, le lien établi avec la stratégie d'affaires et la stratégie RH. Donc, bien entendu, il existe différents domaines d'indicateurs. Il existe plus de 500 indicateurs de performance, mais les KPI, eux, sont vraiment orientés sur votre stratégie d'affaires et sur votre stratégie RH. Ils viennent à mesurer votre performance à vous. Ensuite, on parle aussi d'objectifs SMART. Vous êtes assurément déjà au courant de ce qu'est un objectif SMART. Mais juste pour vous dire, SMART, tout d'abord, le S est pour spécifique. Donc, vous devez vous établir des objectifs clairs, concrets et atteignables. Et S pour spécifique, ça dit comme de quoi l'objectif doit être clair, précis, sans aucune ambiguïté pour votre équipe. Donc, il doit répondre à la question, qu'est-ce que je veux accomplir exactement au sein de mon organisation? Ensuite, le M sert à dire mesurable. Donc, votre indicateur, votre KPI, doit être quantifiable et de permettre d'évaluer le progrès. Donc, est-ce que cela permet de savoir si votre objectif a été atteint ou à quel point on s'en approche là actuellement? Ensuite, le A est pour atteignable. Donc, vous devez établir des fois des objectifs, je dirais, ambitieux, oui, mais l'objectif que vous avez établi doit être réaliste compte tenu des ressources, des compétences et des contraintes disponibles, donc aussi. Donc, il doit représenter un certain défi pour votre équipe, mais sans avoir l'air non plus d'être hors de portée. Ensuite, le R dans le SMART est pour réaliste. Donc, l'objectif doit avoir aussi du sens dans le contexte global. Donc, il doit avoir du sens pour votre équipe, dans le cadre d'un projet, pour votre entreprise et vraiment contribuer aux priorités stratégiques de votre organisation. Et finalement, le dernier critère de SMART, c'est pour temporellement défini. Donc, il doit inclure quand même une échéance ou un délai clair afin de créer un sentiment d'urgence et un cadre temporel pour l'action. Donc, vous devez dire au courant de la prochaine année, au courant des prochains mois, voici ce que nous devons réaliser. Et finalement, le dernier critère, je vous dirais, pour déterminer si c'est un KPI, vous devez avoir également des ressources commises au sein de votre organisation pour cet indicateur-là. Donc, bien entendu, on parle, oui, vous devez avoir du temps à consacrer pour cet indicateur-là. Vous devez également avoir des ressources humaines, ressources matérielles et parfois même des ressources financières pour permettre l'amélioration et les projets en lien avec cet indicateur-là. Et là, on a fait plusieurs fois une slide sur comment choisir ces indicateurs avec 11 critères. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais que choisir ces indicateurs, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 500 indicateurs de performance dans le domaine des ressources humaines actuellement qui existent. Donc, vous avez l'embarras du choix et bien souvent, on disait chez nous quand on faisait des accompagnements, c'est un peu comme un buffet. Donc, bien souvent, on arrive, puis ceci pourrait être intéressant, ça, j'aimerais ça avoir ça, notre organisation pourrait trouver ça intéressant. Donc, des fois, on pouvait se retrouver avec 70, 80 indicateurs dans notre dictionnaire. Donc, c'est un peu comme un buffet, mais c'est impossible de mesurer tout ça. Donc, ce qu'on vous dit quand vous commencez à choisir votre indicateur de performance, c'est toujours de partir du haut de votre organisation. Donc, des objectifs de votre organisation et bien entendu de ses stratégies. Donc, votre stratégie RH doit découler de votre stratégie organisationnelle et vos indicateurs doivent pouvoir s'attacher là-dessus. Ensuite, on parle toujours de la règle 80-20. Donc, 80 d'indicateurs standards pour 20 d'indicateurs personnalisés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les indicateurs standards par rapport à des indicateurs personnalisés? Je vous explique. Donc, des indicateurs standards, on en connaît tous. Par exemple, le taux de roulement volontaire. Donc, le taux de roulement volontaire, c'est un indicateur qui a un certain standard. Il fait partie de la norme ISO 30414. Donc, ce que ça dit, c'est que le taux de roulement volontaire, c'est mon nombre de démissions plus mon nombre de départs à la retraite, divisé par mon nombre moyen d'employés. Donc, voici la formule à utiliser dans les meilleures pratiques si on veut se comparer et si on veut présenter nos résultats. C'est une formule qui est standardisée, donc un indicateur standard. De son côté, un indicateur personnalisé, nous en avons d'autres, comme par exemple l'indice de qualité de l'embauche. Donc ça va être un indicateur qui va être vraiment personnalisé à votre entreprise. Donc, il y en a qui utilisent 3 critères. Dans le fond,
plusieurs indicateurs combinés. Donc, nous avons la satisfaction du gestionnaire à l'égard du nouvel employé, le taux de rétention des nouveaux employés, la satisfaction de l'employé, du nouvel employé par rapport à son emploi et bien entendu, sa performance. Mais vous pouvez utiliser les 4 critères, les 4 indicateurs là-dedans combinés. Vous pouvez utiliser 3 des 4 et vous pouvez également les pondérer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cet indicateur-là va être vraiment adapté à votre réalité, adapté à vous, et il va devenir un peu plus difficile de pouvoir se comparer justement avec les autres organisations. Donc, c'est là qu'on veut dire un indicateur personnalisé pour vous. Et sinon, on entend souvent la question, c'est bien beau tout ça, mais combien d'indicateurs est-ce qu'on devrait suivre au sein de notre organisation? Et surtout les KPI. Ça, je dois vous l'avouer, ça dépend vraiment. Donc, ça va venir dépendre particulièrement du nombre d'objectifs stratégiques que vous avez au sein de votre organisation. Donc, en moyenne, on en compte moins de 5. Et pour chaque objectif stratégique, on recommande de suivre 2 à 3 indicateurs de performance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 5 objectifs stratégiques, excusez-moi, ça veut dire un maximum de 3 indicateurs chacun. Donc, on peut compter un maximum de 15 indicateurs pour pouvoir les suivre. Globalement, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vais laisser le micro à ma collègue qui va venir commencer à vous parler des indicateurs pour pouvoir mesurer l'EDI, donc l'équité, la diversité et l'inclusion. Je vais partager mon écran. On va se rendre où on est rendu. Je suis désolée. Le temps que je me retrouve dans ma présentation, je veux juste vous faire un petite mention. On ne se considère pas des spécialistes en équité, diversité, inclusion chez CARA. On est des spécialistes d'indicateurs. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de monter des indicateurs, c'est de faire des analyses avec ces indicateurs-là, mais on ne se considère pas des spécialistes EDI. Fait que pour les questions tout à l'heure, là, quand vous aurez des questions, ciblez vos questions sur les indicateurs, comment on les calcule, à quoi ils servent, parce que comme je vous dis, ce n'est pas notre rôle là, de vous conseiller sur les pratiques EDI que vous devriez mettre en place dans votre organisation. Il existe des très bons consultants qui font ça. Donc, le premier indicateur qu'on a choisi pour vous, c'est le taux de réponse à l'autodéclaration EDI. Et donc, cet indicateur-là, ça mesure vraiment la proportion d'employés qui ont répondu volontairement à un formulaire d'autodéclaration ou d'auto-identification sur leur identité. Qu'on parle de genre, d'origine ethnique, qu'on parle d'handicap, d'orientation sexuelle, etc. OK? Donc, comment c'est calculé cet indicateur-là? On prend le nombre d'employés qui ont complété le questionnaire et on le divise par le nombre d'employés qui ont été invités à répondre. J'ai déjà vu chez des clients qui mesuraient cet indicateur-là en prenant le nombre d'employés qui ont complété et en divisant par le nombre total d'employés de l'organisation. Mais ça fait en sorte que si vous ne les avez pas invités à répondre, bien là, c'est certain que on perd des gens, là, probablement. Fait que la vraie formule, c'est vraiment le nombre d'employés qui ont été invités à répondre. Et on pourrait calculer un taux de réponse pour chacune des questions liées à l'identité de la personne. Donc, un taux de réponse sur l'identité, sur leur origine ethnique, un taux de réponse sur la question du handicap, parce que là, ce que ça pourrait vous aider à faire, c'est de voir où est-ce que c'est plus sensible dans votre organisation. Voilà le premier indicateur. Pourquoi c'est important? Bien, l'autodéclaration, c'est un acte volontaire qui est basé sur la confiance. Okay? Donc, c'est un geste vraiment de collaboration entre l'employé et l'organisation pour mieux comprendre qui compose réellement l'effectif de votre organisation. Puis là, pour ça que habituellement, là, c'est l'approche la plus éthique et respectueuse pour collecter des données EDI. Ça repose sur la volonté, la confiance, puis surtout le consentement.
il est essentiel de procéder de cette façon-là pour éviter les stéréotypes ou les catégorisations arbitraires, hein, qu'on pourrait être porté à faire. Fait que de le faire dans votre organisation, si ce n'est pas déjà en place, l'autodéclaration, bien, comment on peut faire ça concrètement, là? Habituellement, c'est un formulaire sécurisé qui est soit envoyé par courriel ou intégré à un outil RH. OK? Ça peut être intégré à votre SIRH. Là. Plusieurs SIRH offrent la possibilité de faire de l'autodéclaration. On peut le faire à l'embauche aussi de la personne ou on peut le faire aussi dans la phase d'accueil et d'intégration. Mais j'ai vu des clients aussi qui le font par un sondage EDI. Donc, dans le sondage EDI, on vient poser des questions sur nos initiatives EDI, etc. Mais on vient aussi, en début de sondage, on invite les gens là, à s'auto-identifier. Habituellement, là, c'est un court questionnaire avec des questions claires, des questions inclusives et facultatives. On ne peut pas obliger les gens à répondre à des questions. C'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir ne désire pas répondre là, comme le choix de réponse. Ça vous garantit la confidentialité. Puis ça aussi, ce qu'il faut, c'est garantir la confidentialité. Les données vont être habituellement agrégées quand on va présenter les résultats. OK? Donc, on ne fait aucun lien là, avec le nom de l'employé. OK? C'est probablement fait en arrière, mais il n'y a personne qui a accès à ça. Il faut utiliser ça uniquement à des fins d'analyse et d'amélioration. Puis, pour améliorer, puis pour aider à ce que les gens complètent l'autodéclaration, ben, il faut vraiment bien expliquer pourquoi on collecte les données, c'est quoi qu'on va faire avec ces données-là et surtout ce qu'on ne va pas faire, puis comment elles sont protégées dans votre organisation. C'est pour ça qu'on voit souvent que dans les SIRH, là, cette portion-là n'est pas visible. La portion EDI, les résultats ne sont pas visibles à une grande quantité de personnes. Habituellement, tu as une ou deux personnes qui peuvent avoir accès à ces résultats-là. Maintenant, comment on interprète ça? OK? Qu'est-ce qui est un bon taux d'autodéclaration, un moins bon taux? Si votre taux est bas, puis pour nous, un taux bas, c'est plus petit que 40 %. Donc, si votre taux d'autodéclaration est plus petit que 40 %, ça peut probablement vouloir dire qu'il y a un manque de confiance ou de compréhension du processus, puis à quoi ça sert. Probablement que les gens ont peur d'être stigmatisés, qu'on fasse un mauvais usage de ces données-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de communication là, qui a été fait ou peut-être que votre formulaire a été mal conçu aussi. Donc, comment on peut sortir de ça, d'un taux bas, là? C'est vraiment de sensibiliser les employés sur le pourquoi on fait ça, pourquoi on collecte cette information-là. Clarifier aussi l'usage des données, la confidentialité, de démontrer que les données sont agrégées, qu'on ne montre pas l'information pour des groupes plus petits que 10 employés ou ça, c'est vous qui décidez le nombre minimal d'employés par groupe. Avoir des ambassadeurs EDI aussi dans l'organisation pour aider à répondre aux questions, ça peut être aussi aider. Maintenant, qu'est-ce qui est un taux élevé? Bien, plus grand que 75 %. Donc, si votre taux d'autodéclaration est plus grand que 75 %, on considère que c'est vraiment un très bon taux. Ça veut dire que le climat de confiance est élevé, vos communications sont claires et transparentes et les employés ont une bonne compréhension de l'importance de l'inclusion. Mais surtout, ce que ça permet de faire, avoir un taux d'autodéclaration élevé, c'est de faire des analyses qui vont être fiables. Donc, nos données vont être fiables parce qu'on a un taux qui est élevé. Et ça va aider à crédibiliser tous vos indicateurs. Parce que si notre taux est trop bas, ben, l'indicateur, il n'est pas fiable. OK? Fait que nous, on a mis le bas là, à 40 %. Donc, il n'y a pas de norme, je vous dirais,
il n'y a pas de normes vraiment. Nous, c'est les normes qu'on utilise là, chez nos clients. Un niveau faible, plus petit que 40 donc, données peu fiables, ça nécessite des interventions là, de votre part. Puis ça veut dire peut-être que quand on présente les indicateurs qui découlent de l'identification des employés, ben, il faut faire attention, OK? Il faut faire très attention quand on utilise ces indicateurs-là. Niveau moyen, on va dire 40 à 60 Donc là, ça commence à être acceptable pour commencer à présenter des indicateurs, mais ça doit être amélioré. 60 à 75 c'est quand même bon. Un bon niveau de confiance. Puis ça aussi, quand vous présentez vos indicateurs, ben là, vous pouvez être certain que ce que vous présentez est basé sur quelque chose de plus fiable. Puis au-dessus de 75 ben là, ça permet vraiment des analyses robustes et ça vous permet aussi de mettre en place des actions ciblées. Donc, j'en ai parlé tantôt, mais des petits trucs pour améliorer votre taux, impliquer les gestionnaires et les leaders dans la communication. Utilisez un langage inclusif, rassurant dans votre questionnaire. Garantir l'anonymat. OK? La confidentialité des réponses est super important. Puis, offrir un aperçu des résultats. Peut-être pas montrer tous les résultats, mais offrir un aperçu des résultats, ça peut montrer qu'on veut agir sur ces données-là. Fait que ça, c'était notre premier indicateur. Le deuxième dont je veux vous parler, c'est la diversité dans des postes de gestion. Et là, on appelle cet indicateur-là le pourcentage de personnes issues de la diversité en poste de gestion. Et quelquefois, ce qu'on voit aussi, c'est le pourcentage de femmes dans des postes de gestion. Okay? Les deux se calculent à peu près de la même façon. C'est qu'au numérateur, on a le nombre de gestionnaires issus de la diversité ou le nombre de femmes, puis on divise par le nombre total de gestionnaires. Fait que ça, c'est la formule de calcul. Fait que ça aide à mesurer la représentation des personnes appartenant à un groupe sous-représenté parmi l'ensemble des gestionnaires d'une organisation. Les sources de données pour ça, habituellement, dans votre SIRH, dans votre système d'information, pour les plus petites organisations, dans votre liste Excel, il devrait y avoir, dans la liste d'employés, les employés qui ont un statut de gestionnaire. Okay? C'est vraiment un champ. Quand je dis gestionnaire, ça peut être superviseur, manager, ça va dépendre de votre système d'information RH, mais il y a vraiment un champ qui vient déterminer quelle personne a ce statut-là dans l'organisation. Et bien entendu, ça vous prend des données de diversité. Donc, des données de diversité de genre, d'origine ethnique, handicapé, etc. OK? Faut faire attention, là, on l'a dit tout à l'heure, ces données-là de diversité ne sont pas toujours dans les SIRH. Et la façon de le faire, c'est d'aller mettre en place un formulaire d'autodéclaration. OK? Fait que donc, je reviens un peu là, dans le faire attention là, à ce que je vous ai dit précédemment là, sur l'autodéclaration si on veut avoir des données. Fait que ça, c'est pour les sources de données qu'on a besoin. Maintenant, comment on interprète cet indicateur-là? Si l'indicateur il est bas, OK? Ça pourrait dire qu'on a une faible représentation. C'est pas ça pourrait dire, c'est ça veut dire qu'on a une faible représentation. Et ça, peut-être qu'on a des barrières systémiques, des barrières à l'embauche, des barrières quand on fait des promotions. Ça pourrait vouloir dire qu'on a une possible culture organisationnelle peu inclusive. Puis, ça pourrait aussi amener le risque de perception d'iniquité dans l'organisation. Donc, les actions possibles pour faire augmenter notre pourcentage, c'est de revoir les critères de promotion et de succession, mettre en place du mentorat ou du coaching pour les talents issus de la diversité ou pour les femmes et former les gestionnaires sur les biais inconscients. Si votre indicateur est haut, là, c'est le signe d'une culture inclusive et d'un bon accès au poste de leadership. Puis,
Ça, dites-vous que quand cet indicateur-là est haut, est élevé, ça augmente votre potentiel d'attraction, OK? Surtout de talents issus de la diversité, mais ça augmente vraiment votre potentiel d'attraction. Et aussi, c'est prouvé que quand la couche de gestionnaires est diversifiée, on a des entreprises plus performantes. Cependant, il faut faire attention quand c'est très élevé. Il faut s'assurer que ces rôles-là, on a donné ces rôles de gestionnaire à ces personnes-là, pas parce qu'on avait des quotas à respecter, pas parce qu'on faisait des nominations symboliques, OK? Il faut vraiment s'assurer que ces gens-là qu'on a promus comme gestionnaires, ben, ils ont une performance dans leur rôle, ils ont une durée dans leur rôle et qu'ils ont une certaine reconnaissance aussi de leur père. OK? Fait que donc, il faut faire attention que ça ne soit pas artificiellement haut. Maintenant, des benchmarks. OK? Les gens aiment ça, les benchmarks. Ça, je les ai trouvés dans Statistique Canada. Je pense que c'est en 2021, là, ils ont ils sortent une enquête là, sur la population active, là, puis tu peux l'avoir par secteur, par province. Donc, ce qu'ils disent, là, c'est que dans le secteur public, la moyenne de femmes gestionnaires, c'est 45 à 55 c'est quand même bien. Dans le secteur de la santé et de l'éducation, 60 à 70 Et là, quand on tombe dans les technologies, les entreprises technologiques ou les entreprises de TI, on est plus à 20 à 30 en moyenne de femmes gestionnaires. Pour ce qui est de la fabrication ou le secteur industriel, 15 à 25 Et pour les services professionnels autres que TI, là, on rentre, les firmes d'avocats, les firmes de comptables, les firmes de gestion de ressources, les firmes de RH, on est de 35 à 45 Donc, il y a des secteurs à forte représentation féminine, OK? Puis on les connaît, ces secteurs-là, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Ils ont une grande proportion de femmes dans leur main-d'œuvre. Donc, habituellement, c'est une grande proportion de femmes dans ta main-d'œuvre. Tu devrais avoir une forte proportion de femmes dans les postes de gestion. Et c'est la même chose aussi. L'inverse est aussi vrai. Quand on va dans des secteurs où il y a une faible proportion de femmes, que ce soit bon, les TI, la fabrication, ben là, il ne faut pas être surpris. On a peu de femmes dans ces firmes-là. Donc, il y a peu de femmes dans des postes de gestion. Aussi, il y a la taille de l'organisation qui joue un rôle, là-dedans. C'est que les grandes entreprises puis les organismes publics, ils tendent à avoir des politiques EDI plus établies qu'une petite entreprise. Ça peut se traduire par une meilleure représentation des femmes en gestion. Maintenant, si on regarde pour les personnes issues de la diversité dans des postes de gestion, ça vient là, encore de Statistique Canada. On a qu'au Canada, les personnes racisées dans des postes de gestion, 10 à 15 au Canada. Pour les Autochtones, moins de 1 Les personnes en situation de handicap, 2 à 5 et LGBTQ+, 5 à 10 Pendant ce 5 à 10 %-là, on pense que c'est souvent sous-déclaré. Okay? Donc, les gens ne déclarent pas nécessairement. Donc, c'est probablement sous-déclaré. Donc, probablement que ce pourcentage-là est plus élevé. Maintenant, parmi les groupes racisés, les Canadiens d'origine coréenne. C'était dans l'étude, puis je trouvais ça intéressant. Les Canadiens d'origine coréenne, âgés de 35 ans et plus, avaient l'une des proportions les plus élevées d'employés occupant un poste de gestion, 13,6 suivi des employés d'origine japonaise, 13,5 et chinoise, 13,1 Donc, les personnes d'origine asiatique auraient probablement plus de représentation dans des postes de gestion que les personnes là, issues
des personnes noires. Là. Okay? En gros, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une sous-représentation persistante. OK? Les personnes issues des groupes racisés, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les LGBTQ+, sont généralement sous-représentées dans des postes de gestion au Canada. La représentation varie selon les secteurs d'activité. Okay? Il y a les secteurs encore, les secteurs de la santé, de l'éducation, les secteurs publics aussi, ils ont généralement une plus grande diversité dans les postes de gestion. Puis ça va aussi, je dirais aussi, ça va avec les régions. Avec les régions, parce que si on est dans des milieux urbains, on a probablement plus de représentativité dans des postes de gestion que dans les milieux plus ruraux. Voilà. Maintenant, mon troisième indicateur, pourcentage d'employés issus de l'immigration récente. Donc, le pourcentage d'employés dans votre organisation qui sont au Canada depuis moins de 5 ans. Canada ou Québec, là, depuis moins de 5 ans. Cet indicateur-là, il mesure, je viens de le dire. Bon, le nombre d'employés, la formule de calcul, c'est le nombre d'employés immigrés depuis moins de 5 ans divisé par le nombre total d'employés multiplié par 100. Fait que ça, c'est vraiment l'immigration récente. Pourquoi c'est important? Bien, il y a le contexte d'inclusion. Les nouveaux arrivants font souvent face à des obstacles particuliers, OK? Que ce soit la langue, la reconnaissance des compétences, les codes culturels. L'insertion professionnelle, donc, ça permet de suivre la capacité de l'organisation à accueillir, réintégrer et retenir des talents issus de l'immigration. Puis là, ici, là, avec cet indicateur-là, on n'est pas avec les travailleurs temporaires. C'est vraiment les gens qui font partie de votre main-d'œuvre permanente. Okay? Donc, cet indicateur-là, -là, ce n'est pas pour les travailleurs temporaires là, qu'on embauche dans certains secteurs d'activité. C'est vraiment là, pour la main-d'œuvre permanente. Puis, sachez qu'au Canada, plus de 80 de la croissance de la population active provient de l'immigration. Ça voudrait dire que si on ne les inclut pas dans nos bassins de main-d'œuvre, dans notre main-d'œuvre, ben, on se prive, là, on se prive comme entreprise. Maintenant, comment on peut l'interpréter, là? Puis ça aussi, ça reste quand même que ça varie selon le secteur, ça varie selon le lieu où vous vous trouvez. Mais si votre pourcentage, nous, ce qu'on considère un pourcentage bas, c'est plus petit que 5 Donc, ça voudrait dire une faible attraction ou rétention des talents récemment immigrés, un potentiel biais dans le processus de recrutement, puis une culture organisationnelle peu inclusive ou réseau interne fermé. Les actions possibles, adapter les affichages de postes, collaborer avec les organismes d'intégration, puis former le gestionnaire à l'accueil interculturel. Si le pourcentage est élevé, là, qu'est-ce qui est considéré élevé? C'est plus grand que 15 Donc, c'est une bonne capacité d'attraction et d'ouverture organisationnelle. Toutefois, OK, quand on se donne des objectifs, là, parce que ça peut devenir qu'on se dit, on se donne un objectif cette année là, que notre pourcentage de personnes immigrants récents, on veut le mettre à 15 bien là, il faut vraiment que vous faites attention à votre soutien à l'intégration de ces gens-là. Ces gens-là ont besoin habituellement de plus de mentorat, de clarté des rôles, d'accompagnement linguistique, puis de reconnaissance des compétences. Donc, il faut faire attention quand on vient de se donner des objectifs, d'avoir la capacité d'accueillir là, ces gens-là dans notre organisation. C'est important aussi de croiser cet indicateur-là avec d'autres indicateurs. Donc, de dire c'est quoi le taux de rétention après 1 an de ces immigrants-là? C'est quoi le taux de promotion ou de mobilité interne? Ces gens-là, est-ce qu'ils évoluent dans notre organisation? C'est quoi leur taux de satisfaction et d'engagement? Est-ce qu'ils sont bien chez nous? Puis finalement, c'est de regarder le salaire aussi. Le salaire moyen, leur comparatio, les écarts salariales. À compétences égales, sont-ils rémunérés équitablement? Fait que ça, c'est important de croiser
nos indicateurs pour voir, c'est bien beau de vouloir mettre ça à 15 mais si on ne réussit pas à les garder, si on ne réussit pas à les rendre heureux, ben c'est mettre de l'argent, c'est d'envoyer de l'argent dans le feu. Donc, des objectifs. Les objectifs qu'on pourrait, les objectifs ou benchmark, là, la misère à appeler ça benchmark, mais je me suis fiée là, un peu sur les données de Statistique Canada. Là. Des objectifs comme 10 à 25 de nouveaux arrivants, là, ça peut sembler élevé, surtout dans certaines organisations, certains secteurs d'activité ou surtout dans certaines régions. OK? Mais si vous êtes une PME hors grand centre, là, c'est une PME, par exemple, là, je vais donner des exemples, une PME au Saguenay ou une PME en Gaspésie, ben, vous pourriez vous donner un objectif de 5 à 10 OK? Puis ça serait déjà très, très beau si vous l'atteigniez. Une grande entreprise en milieu urbain, 10 à 20 Puis il y a des secteurs qui sont davantage ouverts à l'international, que ce soit quand on parle de le secteur TI, finance, ingénierie. Là, on peut aller de 15 à 25 J'avais-tu d'autres choses intéressantes à vous dire là-dessus? Oui, puis fixer des objectifs ambitieux peut servir à stimuler l'action puis la sensibilisation. Mais il faut vraiment que ça soit adapté à votre contexte d'entreprise. OK? Donc, de venir se dire, je vais avoir 25 dans un secteur d'activité où on n'est pas, en TI. En TI, on le voit, là, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre que, par exemple, un autre secteur. Là. Maintenant, je vais vous parler le dernier indicateur dont je vais vous parler. C'est un indicateur qui est propre à notre plateforme Cara Analytics. Il y a des avantages à utiliser notre plateforme, mais c'est un indicateur qu'on a développé et qu'on a appelé, nous, l'indice de diversité. Cet indicateur-là, il mesure à quel point les groupes de diversité sont également représentés dans votre organisation. Donc, on regarde l'équilibre entre les différents groupes. Donc, quand c'est 0, OK, parce que l'indice varie de 0 à 1, puis je vous ai mis la formule de calcul. C'est une formule d'entropie, fait qu'on ne rentrera pas dans la formule de calcul, mais dites-vous que c'est assez complexe à calculer. Dites-vous qu'une personne peut être racisée, puis elle peut être une femme en même temps, puis elle pourrait être handicapée aussi. Donc, il faut tenir compte de tout ça dans le calcul. Mais, dans le fond, rapidement, comment je pourrais vous dire le calcul, ce qu'il fait, là, c'est supposons que j'ai 100 personnes dans mon organisation, j'ai 20 hommes blancs, j'ai 20 autochtones, j'ai 20 femmes, j'ai 20 personnes racisées, puis j'ai 20 personnes handicapées, ben, mon indice de diversité serait à 1 parce que je suis parfaitement équilibrée dans chacun de mes groupes. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la proportion de chaque groupe dans l'organisation. 25 de femmes, 10 d'Autochtones, 80 d'hommes. On regarde tout ça et ça nous donne un indice. On calcule une mesure d'équilibre entre ces proportions. Si un groupe domine largement, exemple, 90 d'hommes blancs, l'indice sera faible, donc va se rapprocher plus du 0. Ça ne sera pas 0, mais il va se rapprocher plus du 0. Si les groupes sont répartis équitablement, ben, l'indice se rapproche de 1. C'est comme un score d'équité de répartition, si vous voulez. Un peu d'interprétation maintenant. Bon, indice de diversité 0, aucune diversité, tu as un seul groupe prédominant. Tu aurais 100 d'hommes blancs. Point 5, tu as une diversité modérée. Quelques groupes présents, mais il y a un certain déséquilibre. Point 8, là, tu as une bonne diversité, répartition relativement équilibrée. Et à 1, c'est une diversité parfaitement répartie entre tous les groupes. Je vous l'ai mis le petit exemple, 5 groupes, 20 personnes par groupe, blablabla. OK? Pourquoi c'est important? Mais d'un, il est très rare d'atteindre 1. On n'a aucun client qui est à 1.
qui est même proche de 1. C'est normal parce que ces groupes-là ne sont pas également répartis dans la population active. Fait que on regarde la population active, mais c'est sûr que votre population dans l'entreprise ne peut pas être mieux que ce qu'il y a dans la population active. Je vous ai parlé d'intersectionnalité. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes. Certaines données dépendent de l'autodéclaration. Donc, ça reste quand même de la donnée qui peut être, dans quelques cas, partielle. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, mais d'évoluer vers plus d'équilibre. OK? Donc, ce que ça permet de faire, cet indicateur-là, ça évite la fausse diversité. Avoir plusieurs groupes présents, ça ne veut pas dire, mais qui est dominé par un autre grand groupe, mais ça ne garantit pas une organisation inclusive. Ça favorise l'équité systémique. Quand chaque groupe est présent de manière équilibrée, les biais systémiques ont moins d'impact. Puis ça cible les efforts. Ça permet d'identifier quels groupes sont sous-représentés, puis ça oriente vers des actions concrètes. Les objectifs, puis je l'ai mis plus par niveau de maturité. OK? C'est qu'au départ, on devrait viser 0.3 à 0.4. Quand on est en mode un peu plus progression, 0.5 à 0.6, diversité avancée, 0.7 à 0.8, puis équilibre exceptionnel, 0.85, rarement atteint. Dans nos clients, actuellement, c'est plus dans le 0.5, je vous dirais, où ça tourne, OK? Puis quand j'ai un client qui fait du 0.65, là, on le sait que c'est un client qui fait beaucoup d'activités EDI dans son organisation. Hey, fait que c'est voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. OK, ben on va autoriser les micros pour tout le monde. On va également activer les caméras pour tous les participants. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans le chat, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez allumer votre micro, allumer votre caméra et parler directement avec André. Mais soyez pas timide. Sinon, moi, j'ai préparé quand même quelques questions. Mais André, bien, je vais commencer avec ma première question. L'indice de diversité, on peut-tu y revenir un peu? Ben oui. Si une personne fait partie de plusieurs groupes, est-ce qu'elle occupe un plus gros poids dans la balance dans le calcul? Ben, elle compte dans chacun des groupes. Fait que oui, OK. Si tu veux, oui. Donc, une personne qui pourrait être une femme autochtone avec un handicap, elle compterait dans les 3 groupes. Oui, elle compte dans les 3 groupes. Ouais. OK. Ensuite, on a parlé aussi du taux de réponse à l'autodéclaration. Donc, quand on arrivait à l'autodéclaration, on disait comme de quoi le dénominateur, c'était le nombre de personnes à qui on avait envoyé le sondage. Mais est-ce qu'on ne devrait pas l'envoyer à tout le monde, justement, ce sondage-là? Oui, ce sondage-là devrait être envoyé à tous, OK? Ça, c'est la bonne façon de faire. Mais ce qu'on voit dans des organisations établies qui existent depuis plusieurs années, par exemple, là, puis qui ont, mettons, je ne sais pas, 1000 employés, OK? Oui. Et que là, ils décident de mettre en place l'EDI, puis ils décident de faire de mettre en place un formulaire d'autodéclaration, mais à l'embauche, OK? Parce qu'ils commencent comme ça. Bien là, ils vont rien que capturer les données des nouveaux employés. Et là, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils retournent vers tous leurs 1000 employés qui sont déjà en place et là, qu'ils leur envoient un sondage. Et c'est là qu'on trouve habituellement des taux d'autodéclaration anémiques. OK? Les gens ne répondent pas. Fait que c'est pour ça que quand on est une grosse entreprise établie puis qu'on décide de mettre en place des programmes EDI et que là, on veut connaître notre composition de main-d'œuvre, des fois, ça devient ardu pour ces entreprises-là. OK. Voilà. On a une question de Paul Lheureux. Donc, elle a levé sa main. Je vous invite à poser votre question. Oui, merci. On a vu l'indice de diversité, mais je fais du pouce sur, puis en lien avec le titre du webinaire où on parle de l'indicateur diversité, équité, inclusion. Donc, ça m'amène à l'aspect de l'inclusion.
l'indice, est-ce que ça existe un indice d'inclusion? Puis comment, puis je vous avoue, comment ça se calcule? Parce que de par la définition d'inclusion, je me dis, oh my God, ça doit être compliqué à développer, à calculer, mais peut-être que vous avez déjà songé au Oui, concept, à la oui, chose. oui, Paul. Mais tu sais, il y a des affaires qui, tu sais, on ne peut pas toutes mesurer, malheureusement, mais OK. certains indicateurs vont donner une lecture, je dirais, indirecte. Puis ça, ben, ça se fait par sondage. OK? Sentiment d'appartenance, taux d'adhésion aux initiatives, taux de satisfaction de vos groupes cibles, tu sais, puis questions justement sur l'inclusion. Est-ce que tu te sens inclus? Là? Fait que, tu sais, les seules façons, j'en connais pas de mesures, tu sais, d'indicateurs comme l'indice de diversité qu'on viendrait mettre pour l'inclusion. J'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'inventera pas un. Fait que la seule façon qu'on a actuellement de le faire, c'est d'y aller par des questions de sondage. Oui, c'est ce que je ne sais pas si on peut faire la conversation un tout petit peu, là, je ne veux pas enlever du temps d'antenne aux autres, mais puis par sondage, parce que ouais, c'est probablement une bonne chose. Puis à ce moment-là, il faudra peut-être, parce que l'inclusion, c'est un peu dans la pratique aussi, hein, notamment au niveau du gestionnaire, puis tout ça. Fait qu'il faudrait couvrir des aspects peut-être les plus importants en termes d'inclusion ou de pratique inclusive à ce moment-là. Exactement. Puis c'est là que moi, là, je suis pas mal sûre qu'il y a des bons consultants qui peuvent vous aider là-dedans, là, puis d'avoir la bonne question. Puis c'est pas d'après moi pas rien qu'une question, OK? Je pense qu'il faut en Hum, avoir quelques-unes pour s'assurer qu'on voit tous les angles. tout à fait. Mais c'est ça. Je vois pas d'autres moyens, là. OK. Donc, peut-être qu'un jour, vous nous arriverez avec une formule Peut-être, d'indice, peut-être, d'indice d'inclusion. Ah, merci peut-être. beaucoup. Merci. On a également Caroline Leblanc qui pose une question. Caroline, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Bon, je suis désolée, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon affichage, mais malheureusement, je ne vous vois pas. Je vois juste la présentation. Donc, mais je vais me lancer. Mais juste pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, si je peux partager là, quelques références peut-être qui pourraient être utiles. Moi, je suis conseillère en équité, diversité et inclusion à l'ENAP. Et puis, c'est notamment une question sur laquelle on travaille là, ces temps-ci, c'est-à-dire de voir comment on peut mesurer l'inclusion, mais en partant essentiellement de ce que dit la littérature scientifique sur la question. Parce qu'en effet, il n'y a pas vraiment d'indicateurs, en tout cas, ou d'indices à notre connaissance présentement qui mesurent l'inclusion, mais il y a plusieurs chercheurs, chercheuses qui se sont penchés sur la question, puis qui offrent certaines échelles de mesure. Donc, si c'est quelque chose, en tout cas, qui pourrait vous intéresser, d'aller voir ce qui se fait, puis en effet, après ça, de voir qu'une personne experte de la question puisse vous accompagner là-dedans, parce qu'on va mesurer souvent des éléments comme, ben, excusez, j'ai des notes devant moi, mais en anglais, là, mais se sentir en sécurité dans son environnement, se sentir impliqué dans son groupe de travail, se sentir respecté, valorisé, sentir qu'on a une influence dans les prises de décision, sentir qu'on peut être authentique dans notre milieu de travail, puis disons, sans représailles. Et puis, bon, des questions comme ça. Donc, je vous partage ces idées-là que vous pourriez aller explorer, parce que nous aussi, on réfléchit à la question. Moi, j'avais un peu, sinon, de questions, commentaires sur l'indice de diversité. C'est que je sais pas vraiment l'intérêt de mesurer cet indice de diversité dans la mesure où, justement, dans la société québécoise, ben, les groupes sont pas répartis de cette façon-là. Et non plus, on retrouve pas, comme vous l'avez dit, là, une répartition égale de ces groupes-là dans tous les secteurs, dans toutes les catégories d'emploi. Donc, je me dis jusqu'à quel point cet indice-là est utile, puis on ne devrait pas plutôt utiliser quelque chose comme ce sur quoi se base la méthodologie qui est utilisée dans les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Parce qu'on utilise dans les programmes d'accès à l'égalité en emploi les taux de représentation de chacun des groupes historiquement discriminés en emploi
puis qui sont visés par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Et l'organisation peut donc avoir accès à calcule le taux de représentation dans son organisation d'abord pour chacun de ces groupes-là, mais après, via la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse, a accès au taux de chacun de ces groupes-là par catégorie d'emploi selon le marché de l'emploi, puis les personnes de ces groupes-là qui ont les compétences pour occuper les emplois dans mon organisation. Donc ça me semble comme plus fin, plus juste comme information. Donc, je ne sais pas si vous aviez réfléchi à la question, disons, cette méthode des programmes d'accès à l'égalité en emploi versus l'indice de diversité. Bon, l'indice de diversité, je suis d'accord avec toi que d'avoir un, c'est pas ce qu'on doit viser parce que c'est impossible. Mais l'indice de diversité permet que si on met en place des initiatives, ben, qu'on va le voir progresser. OK? Donc, il devient un benchmark personnel pour l'organisation. Puis, on peut prendre l'indice de diversité pour toute l'organisation, puis après ça, le regarder par département, par filiale, par unité d'affaires et se dire, OK, ben, j'ai une unité d'affaires que son indice de diversité est beaucoup plus élevé que les autres, mais j'en ai d'autres où c'est beaucoup plus bas. Pourquoi? Et là, pourquoi? Ben, c'est là qu'il faut creuser. Est-ce que. Donc, tu sais, il sert de benchmark, puis il sert d'objectif. Est-ce que ce que tu dis, c'est une autre bonne façon de le faire? Mais il faut que j'aille chercher l'information, il faut que je calcule mon taux pour chacune des diversités, des groupes de diversité. Tandis que là, ben, c'est un indice qu'on a. C'est un indice qu'on regarde progresser d'une année à l'autre parce qu'il ne progressera pas d'un mois à l'autre. Donc, c'est plus dans cette façon-là qu'il faut utiliser l'indice de diversité, là. C'est correct, Mme Leblanc? Oui, merci. Mais André, on pourrait-tu rajouter également que bien souvent, quand on parlait d'indicateurs de performance, on disait souvent que de regarder un indicateur seul, on peut lui Oui, faire dire beaucoup de choses, mais que c'était important de le oui, croiser oui, justement avec d'autres informations. Donc, d'avoir exactement. cette information-là, cet indice-là pour notre organisation, mais d'aller chercher des informations justement de marché, ça pourrait être super intéressant puis venir justement nous aider à établir nos objectifs là-dessus. Exactement. Tu sais, il ne faut pas. Tu sais, puis les indicateurs qu'on a mis dans notre liste actuellement, tu sais, sont très limités à comprendre la diversité dans notre organisation. Mais après, il faut aller plus loin que ça. OK? Quand on a compris à quoi ressemble, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne comprennent pas, OK, qui n'ont pas ce portrait-là. Fait que le premier pas, c'est d'avoir le portrait. Mais ensuite, c'est de dire, ben OK, c'est quoi le taux de promotion de mes diversités? C'est quoi le taux d'engagement de mes diversités? C'est quoi le taux de roulement de mes diversités? C'est quoi le taux d'embauche des diversités? Fait que c'est de prendre tous ces indicateurs-là puis de regarder comment ça se passe. Mais le premier pas à faire, c'est vraiment d'avoir un portrait. Puis ce qu'on se rend compte, nous, quand on arrive dans des organisations, puis là, comprenez là, qu'on a des clients qui ont 100 employés, puis on a des clients qui en ont 15 000. La diversité, la donnée de diversité, je dirais que elle est présente dans environ 30 de nos clients parce que ce n'est pas de la donnée qui est recueillie. OK? Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce que il y a tout le temps des bonnes raisons, là. Mais c'est ça, le premier pas à faire, c'est d'avoir ce portrait-là de la diversité. Puis là, ensuite, on pourra faire toutes sortes d'analyses, puis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que de publier un portrait de la diversité. Parce qu'il faut faire attention quand on publie un portrait de la diversité, juste pour être conforme, si on veut, là, parce que ça, je l'ai vu souvent, là. OK, il faut le faire parce qu'on a des objectifs à atteindre, puis on a ci, ça. Il faut faire attention à ça aussi, là.
Parce que là, on est plus dans le atteindre l'objectif que de vraiment être dans l'amélioration. Fait que, tu sais, les indicateurs de diversité, d'avoir un portrait, c'est super important, mais il faut que ça soit utilisé dans le tableau de bord, pas comme une sous-section diversité ou diversité, équité, inclusion, mais que ça fait partie intégrante du tableau de bord. En tout cas, je ne sais pas si je suis claire, là. Mais tu sais, pour moi, c'est juste une autre donnée importante à avoir. Puis ce qu'on se rend compte chez nos clients, c'est que ce n'est pas une donnée auquel ils ont malheureusement accès facilement. Et est-ce que tu dirais que s'ils n'ont pas accès à cette information, c'est qu'il y a un risque légal ou réputationnel, je dirais, à mesurer ces données-là? Tu veux dire, je ne suis pas sûre, je te suis là. Ben, est-ce qu'il y a un risque légal, justement, à avoir ces données-là, à mesurer ces données-là? Est-ce qu'il y a un risque Ben, légal ou de non, réputation? non, il n'y a pas de risque légal. Tu as plus de risque d'avoir des biais dans ton organisation si tu mesures, si tu n'as aucune idée là, de ta répartition démographique, là. Mais il n'y a pas de risque légal si c'est bien fait et si on conserve, bien entendu, la confidentialité là, de ces données-là. OK, fait que là, je vais rebondir là-dessus. Comment on fait pour assurer la confidentialité de ces données-là? Ben, comment on fait? Ben, on met en place des outils informatiques qui font en sorte que cette donnée-là n'est pas accessible par une majorité de personnes. OK? On fait en sorte qu'on ne publie pas de résultats qui permettraient d'identifier des gens. Donc, on garde ça à des niveaux agrégés. Puis pour des groupes, quand on est dans de la donnée EDI, moi, le groupe de 5, je trouve qu'il est déjà qui est petit. Là, fait que peut-être qu'il faut avoir des plus grands groupes que ça quand on parle de données EDI, peut-être au moins 10. Là. Mais c'est ça, fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette donnée-là. Il faut prendre ça au sérieux. Faire affaire avec des firmes externes spécialisées, ça peut être une façon de le faire, que cette donnée-là ne réside pas. Parce que c'est quand on commence à partager cette donnée-là là, que ça peut être dangereux, fait qu'il faut faire attention. Là. OK. Je vois qu'il arrive 1 heure dans pas long. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? J'occupe un grand temps d'antenne en ce moment. Je vais vérifier dans le clavardage aussi. Donc, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous rappelle les prochaines activités. Donc, vous allez recevoir le sondage de satisfaction. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre. Vous recevrez également au courant des prochaines semaines la présentation ainsi que l'enregistrement. Puis, on vous invite également à vous inscrire en grand nombre pour notre prochain webinaire. Donc, percer le secret des indicateurs de mouvement et de roulement qui va avoir lieu le 19 juin prochain. Donc, ça va être la même formule qu'aujourd'hui. Donc, on va parler des principaux, ceux qu'on considère les plus importants dans la réalité actuelle, dans le contexte actuel. Et bien entendu, on va être là pour répondre à vos questions. Donc, on vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Au revoir tout le monde.